Bonjour les fous de la food. Ici, c'est Virginie Legrand, chef à domicile épicurienne et hyperactive avec un parcours très atypique. Dans mon podcast, Passion sans modération, vous retrouverez tous les 15 jours des personnalités implantées dans la gastronomie d'aujourd'hui, des vrais amoureux du goût et de la vraie cuisine, des experts, tous enrobés d'une passion communicative. On parlera terroir, saveurs, créativité, artisanat. On vous racontera des histoires qui croustillent, des initiatives qui pétillent et qui font briller les yeux. Et on en a bien besoin aujourd'hui. Dans ce podcast, vous allez rencontrer des passionnés qui aiment partager, des entrepreneurs qui aiment se renouveler. Vous allez pénétrer dans les coulisses d'un monde délicieux, nourri aux convictions individuelles et aux engagements collectifs. Vous êtes curieux ? Alors installez-vous à notre table et on va se régaler tous ensemble. Bienvenue dans Passion sans modération, un podcast qui célèbre la gastronomie comme un langage universel fait de créativité, de tradition, d'audace et de partage. Ici, je connecte des parcours, des initiatives, des passions, surtout guidées par des valeurs fortes et sincères pour nourrir les corps, les esprits et les émotions surtout. C'est parti pour l'épisode 75. Ce matin, mes invitées du jour sont toutes féminines. Je reçois Fanny Goldenberg, une épicurienne épicurieuse, passionnée par les métiers de bouche et projets à impact. Face aux nombreux enjeux actuels, elle accompagne les restaurateurs à stabiliser leurs équipes grâce à une culture d'entreprise à leur image pour attirer, fidéliser et engager durablement les collaborateurs. Bonjour Fanny. Bonjour. Catherine Mareuil, elle aide les entreprises à utiliser le cadeau d'affaires et les récompenses expérientielles comme de vrais outils de fidélisation et de performance. Elle accorde une place centrale au plaisir gourmand et au chocolat comme le cadeau d'émotion par excellence. Bonjour Catherine. Bonjour Virginie. Emma Binois, elle se présente, elle s'appelle Emma, photographe spécialisée en mode, portrait et reportage. Elle adore notamment travailler avec des restaurants pour mettre en lumière leurs plats et leur atmosphère. Bonjour Emma. Bonjour Virginie. Et Sophie Minotto, qui est ma consoeur, chef de cuisine nomade dans le Vercors et les environs de Grenoble, qu'il s'agisse d'un dîner intimiste, un séjour bien-être ou de grandes festivités. Elle vous proposera une cuisine où la place du végétal rend les plats merveilleux et délicieux. Bonjour Sophie, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Virginie. Alors, je te garde. Ton premier souvenir culinaire est lié à un grand banquet familial. Que représente la table dans ton enfance ? Alors la table, pour moi, c'est quelque chose qui nous unit. C'est vraiment des moments où on va partager un instant joyeux et où il va y avoir toute une réflexion finalement qui prend pas mal de temps en amont avec d'abord une balade sur un marché, s'imaginer tous ensemble ce qu'on va bien pouvoir manger. Déjà, quand j'étais petite, on était déjà sur la saisonnalité, sur qu'est-ce qu'il y a sur un étal de marché et à partir de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire tous ensemble pour se réunir. Donc c'est aussi un souvenir familial avec beaucoup de femmes dans les cuisines. J'ai un souvenir de mes tantes, de ma grand-mère, puisque je n'ai pas connu mon autre grand-mère, et ma maman, évidemment. J'étais toujours dans les jupons de toutes ces femmes à observer, puis après c'est moi qui ai mis la main à la pâte. Depuis quand, du coup, tu t'es lancée dans cette belle aventure culinaire ? Alors, c'est pas un parcours très linéaire. On n'aime pas les parcours linéaires. Voilà. Rarement sont les gens qui ont des parcours linéaires ici. C'est pas un parcours très linéaire, puisqu'en fait, moi, j'étais très bonne à l'école, un cas assez classique. Bonne élève, studieuse. Et puis, j'ai fait une école de commerce, management à l'international, poussée aussi par mes parents pour faire ça, alors que à chaque passage au collège, puis au lycée, je me posais déjà la question de la cuisine. Mais avec quand même quelque chose qui me freinait, c'était cette organisation qui peut être un peu militaire aussi en cuisine, la tenue qui est commune à tout le monde, ces codes qui ne me parlaient pas. Puis ballottée avec cette envie quand même d'aller un peu loin au niveau des études supérieures. Donc je ne me suis pas lancée tout de suite. Et en fait, c'est quand j'ai signé mon premier CDI... où j'accompagnais le secteur associatif dans son développement, que j'ai tout largué. En fait, j'ai décidé de tout larguer. Je me sentais pas du tout bien dans ma peau à ce moment-là. Et j'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'avais vraiment ce sentiment que la cuisine était pour moi un moyen d'expression où il fallait que j'aille. Ça devenait de plus en plus naturel. J'ai voulu passer un CAP cuisine d'abord en m'interrogeant sur le fait d'aller à l'école Ferrandi à Paris, puisque toujours cette idée de prestige, de faire le meilleur, d'excellence, le top du top.
Et en fait, à cette époque-là, j'habitais à Lyon et j'ai rencontré un chef, donc je vais citer son nom, c'est Guillaume Montjuré du Palais Grillé, qui est aujourd'hui dans le Vercors. C'est un pur hasard. Il avait son premier établissement qui s'appelait le Palais Grillé à Lyon, dans lequel j'adorais venir manger de temps en temps. Et je lui ai raconté mon histoire. Et en fait, il m'a proposé, plutôt que de passer mon CAP cuisine à Ferrandi, de m'embaucher et de me former. Et de passer mon CAP en candidat libre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ça n'a pas duré très très longtemps. En fait, mon projet s'est brisé aussi en même temps, puisque je me suis vraiment rendu compte que la gastronomie à ce niveau-là ne me plaisait pas, et surtout travailler dans un restaurant ne me convenait pas du tout. Faire tous les jours plus ou moins la même chose, être dans un rythme effréné aussi. J'avais aussi à cœur de pouvoir concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle à l'aube de mes 30 ans. Et donc, j'ai passé mon CAP cuisine, mais j'ai aussi quitté cet établissement en même temps. Et j'ai fermé la parenthèse en me disant, je garde mon bagage technique et on verra ce que j'en fais plus tard. Je m'y suis remise 10 ans plus tard, en fait. Et qu'est-ce que tu as fait durant ces 10 ans ? Tu as fermé la porte et tu as ouvert quelle porte ? Alors, j'ai repris mon métier d'avant, en fait. Je suis retournée dans l'univers managérial, mais très orientée dans le secteur associatif en France. Et puis, en m'installant dans le Vercors, j'ai occupé un poste de responsable de formation à l'AFRAT, qui est une école qui forme au métier du tourisme et de la cuisine. Donc, je suis devenue responsable d'un programme de cuisinier de terroir. Et là, j'ai rencontré un certain nombre de gens qui étaient en reconversion, beaucoup, en cuisine. Et donc, j'ai remis un pied, finalement, dans la cuisine, mais j'étais sur de l'ingénierie pédagogique. Et à voir tous ces gens qui se dévouaient à leur passion, je me suis dit, mais en fait, ça te retitillait, quoi. Ça me retitillait. Et Covid, j'ai l'impression que c'est quand même... Alors, ce mot-là, quand même, est sur la table souvent. Ouais, il n'y a pas une seule émission où on ne parle pas du Covid. J'ai remarqué. C'est un personnage à part entière. Donc, beaucoup de gens en télétravail, chez eux, etc. Et moi, un dimanche après-midi, sur mon canapé, je me suis dit, non, mais là, il faut y aller. J'ai créé un groupe WhatsApp que j'ai appelé Miam, avec un point d'interrogation à cette époque-là, en invitant les copains et en leur disant, voilà, j'ai envie de faire à manger pour vous, des petits plats à emporter, j'ai envie d'essayer ma cuisine et que vous me disiez ce que vous en pensez. Et c'est comme ça qu'est née l'aventure Miam. Au début, je faisais des plats que je faisais chez moi, que les gens venaient chercher dans leur petit Tupperware. J'adore. Mon aventure a commencé comme ça, et puis au fur et à mesure, j'ai eu des demandes de traiteurs, de chefs à domicile, donc je me suis développée un petit peu par opportunité au départ. Belle histoire, on va continuer plus tard. Merci beaucoup, Sophie. Catherine, alors là, on parle de cuisine, mais on va maintenant parler d'hôtellerie, parce que toi, tu viens d'une famille hôtelière depuis 3 générations. Alors, en quoi cette culture du bon, du vrai et de l'accueil a-t-elle façonné ton rapport à la gastronomie et à l'autre ? Alors moi, je viens plutôt d'un endroit de la mer qui décide de tout, le Mont-Saint-Michel. J'ai grandi dans cet univers naturel, on va dire exceptionnel et plutôt sacré, voire mystique parfois. Et j'ai aussi grandi en parallèle dans une famille d'hôteliers. Depuis, comme vous le dites, Virginie, 3 générations. Mon arrière-grand-père lui vendait des œufs, des poulets fermiers et du lait aux commerçants du Mont-Saint-Michel en calèche. Donc, lui, il faisait pas de marketing pour le coup. Hein. Il avait juste des bons produits. Il n'était pas sur Instagram, en tout cas, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Puis ma grand-mère, elle, le soir du 14 juillet, après un feu d'artifice, elle pouvait se mettre au fourneau et nous faire des beignets aux pommes croustillants. Enfin, moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de cette enfance et de l'histoire qu'on m'a racontée. Donc, j'ai grandi dans la simplicité, dans la naturalité, on va dire, dans le fait maison et dans le fait du plaisir de faire plaisir. Mes parents, eux, ils étaient plus hôteliers que restaurateurs. Alors, eux, ils m'ont appris autre chose. Ils m'ont appris plutôt le souci du détail, le service, la manière d'approcher les clients. Ils me disaient toujours, qu'est-ce que tu peux faire pour que ces clients repartent heureux ? Pense à cette phrase, me disait ma mère tous les jours. Voilà, c'était une sorte de générosité silencieuse qui s'était installée et qui m'ont appris. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, mon amour pour la gastronomie, les bonnes choses, le vrai, vient de là, quelque part. Hein. Je suis pas là par hasard. Je suis formatée dans cet esprit et je leur dois beaucoup à toute cette famille. Merci beaucoup, Catherine. Quelle introduction sur ton parcours. Emma, alors, donc toi, tu es photographe.
Ton travail mêle évidemment donc la lumière, la créativité et la stratégie surtout. Comment ton master en marketing et stratégie influence-t-il ta manière de concevoir une séance photo avec tes clients? Ouais, je dirais que j'ai 2 casquettes parce que j'ai eu la chance de faire une école de marketing et stratégie avant de me dédier à ma passion première qui est la photographie. J'ai comme toi suivi des études un peu sérieuses pour en fait vivre de ma passion et j'ai eu la chance du coup de travailler du côté de l'entreprise, des marques et c'est là en fait que j'ai compris et j'ai été formée sur tous les enjeux stratégiques qu'une image, que des visuels, comment raconter une histoire en image en fait pour faire en sorte de mettre en valeur et en lumière de la meilleure manière possible les restaurateurs, les marques de mode, de bijoux, tous les portraits que je fais. Et du coup, je pense beaucoup en collaboration avec tous mes clients, comment faire pour valoriser leur approche, leurs valeurs, leur travail. Tout ça, en fait, ça se fait en amont. C'est beaucoup de préparation pour qu'après, en fait, on soit raccord et le shooting, la séance se passe de la meilleure manière possible, mais aussi pour que ça remplisse leurs objectifs stratégiques parce que je fais beaucoup de photographie commerciale et le but, c'est que les images soient les plus belles possibles pour servir un but. Voilà. Alors justement, ce serait quoi les trois critères essentiels pour dire qu'une photo est une belle photo commerciale? C'est une très bonne question. Oui, c'était pas dans la liste. Je le savais. Non, mais t'as raison, c'est bien. Je dirais que ça met en valeur donc le produit ou les services d'une manière claire. Enfin, quand on voit la photo, je dirais que c'est donné qu'on parle d'un produit ou d'un service, mais enrobé d'une manière, avec une patte artistique, je dirais. Parce que pour moi, je fais pas des photos. Comment du packshot. Voilà. Ça m'est arrivé d'en faire, bien sûr. Moi, je m'épanouis dans des missions où l'artistique est quand même très on te laisse présent. cette carte aussi, surtout. On me laisse beaucoup carte blanche et c'est ce que je préfère donner ma patte. Donc ouais, je dirais mettre en valeur un produit, mais avec une vraie vision artistique, un vrai travail de la couleur, du cadrage, de l'angle, de la scénographie aussi. Donc en fait, ta photographie sert un petit peu le storytelling, en fait, c'est ça? Bien sûr. Moi, j'aime raconter des histoires. C'est vraiment ma passion. J'aime l'humain, j'aime les parcours de vie, les belles choses. Donc, ouais, voilà. Tu as donc toute ta place ici au Studio Module, finalement. Merci beaucoup. Fanny. Alors, Fanny, toi, tu as fondé FG, bien sûr, comme Fanny Goldenberg, j'imagine. Exactement. Tu as vu comme je suis intelligente, mon Dieu. Donc, FG Consulting, et qu'est-ce que cette agence apporte aux restaurateurs, justement, qui ne trouvent pas ailleurs pour s'épanouir et rayonner, j'imagine? Alors, ce que j'apporte à ces restaurateurs, c'est de les aider, de les accompagner à stabiliser leurs équipes. Donc, je m'adresse à des restaurateurs qui ont aussi bien des difficultés à attirer des collaborateurs, donc à les recruter, ou alors les fidéliser ou les engager même sur du long terme. Donc, ça peut être aussi bien des problèmes de recrutement, ça peut être du turnover, donc c'est-à-dire on recrute facilement, mais on se rend compte que finalement les collaborateurs partent très très vite. Donc, moi, je les accompagne sur ce volet-là, et ce qui me différencie, ce qu'ils ne trouveront pas ailleurs, en tout cas moins facilement, c'est vraiment tout cet aspect humain. Comme Emma, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et évidemment, ça vient de mon parcours en hôtellerie-restauration. En fait, tout simplement, je travaille sur ce que je n'ai pas trouvé, moi, dans mes expériences. Intéressant, développe. C'est très intéressant, ça. Donc, moi, j'ai commencé la restauration. Pour le coup, voilà, moi, j'ai pas le parcours classique, peut-être. J'ai commencé la restauration donc à l'école hôtelière, j'avais 16 ans. J'ai commencé par un BEP cuisine, un bac pro cuisine, un CAP en pâtisserie. Et j'avais des étoiles plein les yeux. Je rêvais de grandes maisons, je rêvais de haute gastronomie, je voulais les plus beaux noms sur mon CV. Et en fait, j'ai très rapidement déchanté. Donc, c'est-à-dire que oui, en soi, le travail du produit, la technique qu'on pouvait voir était oui, forcément remarquable, de très haut niveau. Mais en fait, je me rendais compte que je m'épanouissais pas du tout dans ces conditions de travail. En fait, assez rapidement, donc je travaille dans des belles maisons, du gastronomique, de l'étoilé.
Je vois des choses qui sont hyper enrichissantes, ça c'est sûr. Mais très rapidement, je me dis, mais c'est fou parce qu'en fait, notre travail, donc, c'est de faire plaisir à nos clients. On met énormément de soins dans l'expérience des clients. Mais à contrario, pour moi, il y avait une incohérence, il y avait un gap entre le soin et l'énergie qu'on apportait à l'expérience des clients et celui qu'on consacrait à l'expérience des collaborateurs. Et Alors que ça devrait être parallèle. Alors que ça devrait être complètement parallèle, on devrait mettre la même énergie en réalité. Donc voilà, donc assez rapidement, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne me convient pas en fait dans cet environnement de travail. Je suis pas ok, je suis pas en phase avec ça. Et en fait, de plus en plus, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis dit, je vais peut-être m'éloigner un petit peu de la restauration gastronomique. C'est peut-être ça le problème. Et en fait, en essayant tout type d'établissement, que ce soit du bar à vin, du bistrot de quartier, de la brasserie de très grande taille. Enfin voilà, j'ai essayé plein de types de structures et en fait, je retrouvais toujours le même environnement de travail qui, moi, ne me convenait pas. Et surtout, je voyais bien que la conséquence, c'était qu'il y avait du turnover partout. Donc en fait, cette frustration que tu as ressentie t'a motivé pour éviter cette frustration aux gens qui vont venir te voir. Ouais, exactement. Et régler ces problèmes d'instabilité des équipes qui est récurrent. Et là qui est de plus en plus sérieux, puisqu'il y a encore 200 000 postes vacants aujourd'hui en restauration. Très bien, on y reviendra. Merci beaucoup, Fanny. Sophie, ton travail est très inspiré par l'univers végétal. Qu'est-ce que les plantes, qu'est-ce que la nature et qu'est-ce que la saisonnalité t'enseignent et doit aussi enseigner aux clients qui te font confiance? Oui, tout à fait, parce que j'enseigne aussi aux clients. Qu'est-ce que le végétal m'enseigne? Déjà, il m'enseigne que c'est important d'observer. Voilà, c'est la première chose. On observe les saisons, on observe le temps, dans une forme de résilience aussi. Oui, j'aimerais bien travailler. Mon fils, en ce moment, me dit « Oh, j'ai vraiment envie de manger des fraises. » Tu vas attendre, petit pépère. Tu vas attendre, c'est pas encore la saison, ça arrive, mais c'est pas encore là. Et donc, c'est comment on est résilient. Et puis, pour moi, c'est suivre le cours naturel des choses, en fait. Finalement, ça me permet de m'ancrer aussi dans quelque chose de très naturel. C'est la nature qui va me guider et pas l'inverse. Donc, en fait, je vais concevoir vraiment mes propositions de plats, évidemment en fonction aussi de la personnalité et de l'énergie que veulent les clients sur la prestation, mais en fonction de ce qui est disponible et je dirais même en fonction de ce que mon maraîcher, parce que je travaille spécifiquement avec un maraîcher qui est dans les contreforts du Vercors à Iseron. Comment s'appelle-t-il? Ça s'appelle la ferme de San. S-A-N. Il travaille en permaculture et vraiment, je veux dire, c'est rythmé, c'est tous les 15 jours, ça évolue, quoi. Donc, c'est en fait, tous les ans, je me renouvelle et une année n'est pas du tout la même que celle d'avant, quoi. Donc, ça m'enseigne ça, la résilience. Ça m'enseigne aussi à développer des techniques, finalement, pour valoriser le végétal de la tête aux pieds, finalement, quoi. Ça m'enseigne aussi qu'on peut avoir, par exemple, une idée en tête, on annonce quelque chose à un client. J'ai une anecdote avec des poireaux. J'adore les poireaux et je travaille très souvent ça en entrée et donc j'avais pour un codir, donc j'accompagnais sur plusieurs jours un codir d'un groupe pharmaceutique dans le Vercors et donc j'avais prévu de mettre des poireaux en entrée. Donc je commande mes poireaux à mon maraîcher et je viens récupérer les poireaux et en fait je me retrouve avec des tout petits poireaux que j'avais prévu de sectionner en gros tronçons, etc. Et donc là c'est ok. Je m'adapte, je trouve une autre technique. Je vais travailler davantage le verre aussi parce que finalement, la partie charnue, la partie tendre, elle est bien moins importante. Et donc, c'est comment je vais travailler un condiment avec le verre, comment je vais travailler aussi le radicelle en version croustillante, etc. Donc, c'est vraiment ça pour moi, c'est la résilience et l'adaptation. Et puis après, c'est comment je travaille avec les couleurs et les différentes textures pour faire un plat qui va valoriser l'ensemble du produit. Merci beaucoup. J'adore parce que je pense que c'est vraiment mon alter ego. Voilà, ça résonne beaucoup ce que tu dis. Et je le disais parce que j'ai reçu Alice, qui est la chef exécutive de Fréchon la dernière fois. Et je disais, c'est drôle parce que je reçois très peu de chefs. C'est vrai. Donc des chefs hommes et chefs femmes, encore moins. Donc je me régale en fait quand Génial. je t'entends. Petit miroir. Voilà. Catherine, ton métier consiste à créer du lien par le cadeau. Comment en es-tu arrivée à faire du chocolat un vecteur d'émotion?
Oui, mon métier, c'est d'être une passeuse d'émotions, j'ai envie de vous dire, à travers le cadeau, qu'il soit physique ou expérientiel. En fait, je vends ce qu'on appelle des dotations en B2B, des cadeaux aux entreprises qui cherchent soit à remercier, soit à fidéliser, soit à valoriser leurs clients ou leurs collaborateurs pour des événements spécifiques ou des programmes de fidélité ou des moments de fin d'année forts, des jeux concours, enfin. La palette est assez large. Donc, je contribue à créer des liens avec le cadeau, des liens d'engagement et de reconnaissance humaine. Pour moi, le cadeau, c'est très fort à ce niveau-là. Et le chocolat, alors, on rentre dans une autre dimension. Évidemment. J'ai envie de vous dire. On pourrait offrir des carnets. Voilà, Ah non. on sort du rationnel, là, pour le coup. Et je parle de sens. Je parle à mes clients avec un langage sensoriel. Je parle du goût, des saveurs. Est-ce que c'est épicé? Est-ce que c'était fruité, boisé, agrumes? Enfin, des odeurs, bien sûr, des arômes, du visuel, puisque le chocolat se regarde. Le packaging, quand il est beau, on a à peine envie d'ouvrir le papier de la tablette pour découvrir ce qu'il y a derrière. On le touche, on le fait craquer, on l'entend. En fait, cette troisième dimension de la décision d'une dotation d'exception, pour moi, c'est assez exceptionnel. Enfin, j'adore faire ça. J'adore le chocolat. Pour moi, c'est une porte d'entrée relationnelle chez mes clients. C'est de l'émotion simple, j'ai envie de dire. C'est de l'émotion chaleureuse, c'est de l'émotion forte, brute, authentique. Le chocolat, pour moi, c'est pas un cadeau neutre. En plus, c'est ce qui met tout le monde d'accord en entreprise quand on offre du chocolat, parce que quand c'est un peu houleux en réunion, un petit chocolat, ça détend l'atmosphère, on va dire. Il y a tellement de différences. Bon, quand je vends du chocolat, c'est un peu comme si je vendais un voyage. J'ai quand même été dans l'univers du voyage pendant 25 ans, l'univers du voyage corporate, où on faisait véhiculer beaucoup d'émotions. Pour moi, un petit carré, c'est comme si vous aviez fait 10 heures d'avion quelque part. Vous déplacez quelqu'un, vous lui révélez une émotion exotique quelque part. C'est magnifique. Tu nous embarques là dans cette poésie j'adore sensorielle. Ah là là, ouais. c'est beau. C'est un peu différent de vous qui êtes. Mais on peut se tutoyer par contre, Catherine. De vous toutes. Ah oui, d'accord. Parce que de vous toutes. Parce que tu as dit Virginie, vous tout à l'heure. Non, oui, pardon, Virginie. Oui, mais non, de vous toutes, vous êtes là pour faire plaisir avec tant de grâce et de bienveillance que moi, je le fais avec le cadeau d'une façon générale. Et le chocolat, pour moi, c'est la pépite cadeau, quoi, qu'il faut avoir dans son panel de cadeaux à un moment, qu'on soit en B2C, c'est-à-dire en retail, ou en B2B, en cadeau d'affaires. D'ailleurs, c'est pour ça que plus de 60% des cadeaux en fin d'année sont des cadeaux gourmands. Et le chocolat, ça a une grande part. Et le vin et le champagne. Et le vin et le champagne, encore que le vin, ça devient un peu problématique dans les entreprises aujourd'hui. Oui. Et le champagne, donc le chocolat prend. Tant mieux, tant mieux pour toi. Et tant mieux. Super. Ouais. Merci Catherine. Emma, je reviens à toi. Ton père était chef cuisinier. En quoi cet héritage familial a-t-il façonné ton regard et ton attrait pour la gastronomie, ton appétit pour les bonnes choses? En fait, je me suis pris de passion pour la photographie quand j'étais toute petite. Vraiment, je devais avoir 4 ou 5 ans. Et l'une des premières choses que j'ai prises en photo, c'était les plats de mon papa. Avec des fleurs et des parfums, mais... Qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, ton papa? Il faisait plein de trucs. Il faisait ils aimaient beaucoup recevoir mes parents. Il faisait des très belles verrines. On faisait des apéros dînatoires. Il faisait du poisson très très bon, de la dorade, je me souviens. Enfin, il faisait des chutneys de betterave. Enfin, vraiment, je me régalais et j'aimais trop prendre en photo ces plats avant que les invités se jettent dessus. Et aussi, j'ai eu la chance d'être amenée dans des grands restaurants depuis toute petite. Enfin, on allait dans des super restos, des palaces pour bruncher. C'était assez lunaire quand j'y pense avec le recul. Mais j'amenais toujours mon appareil photo avec moi et j'ai été sensibilisée en fait à la beauté de la nourriture. En fait, on aimait les belles et les bonnes choses. Et en fait, ça m'a suivie toute ma vie. Enfin, j'ai toujours... alors, moi, je suis photographe spécialisée plutôt en mode et portrait. Mais là, depuis quelques années, je travaille avec des restaurateurs. Et c'est un pur plaisir parce qu'en fait, j'ai l'impression de renouer avec mon enfant intérieur et de retourner à quelque chose qui m'a fait grandir et
qui a fait que j'ai aussi développé ma pratique photographique depuis toute petite, en fait. Merci beaucoup, Emma. Beaucoup d'émotions ce matin, hein. Ça fait du bien. Fanny, alors, on parlait donc des difficultés de recrutement, donc clairement, c'est acté, hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis chefs et restaurateurs qui galèrent, hein, on peut le dire. Selon toi, quelles sont, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, les causes de ce turnover incessant et de ce problème de fidélisation et d'engagement? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, donc je ne l'ai pas dit plus tôt, mais c'est vrai que j'ai 2 activités, 2 casquettes. La deuxième, je suis bénévole dans une association qui s'appelle Bondir. Et Bondir fait de la prévention contre toutes les formes de violence dans le milieu de la restauration. Donc, chez eux, je participe, parce que évidemment, je ne suis pas toute seule. Je participe à la ligne d'écoute. Donc là, on recueille des témoignages de victimes ou de témoins de violence. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la paire aidance. On fait aussi des interventions dans les établissements de formation. Donc ça peut être des écoles hôtelières, des CFA, etc. Donc là, on s'adresse à des jeunes qui sont en formation, mais qui ont déjà eu des expériences en restauration. Et là, le troisième volet, on est en train de créer des formations pour les professionnels, donc des formations en management. Donc, à travers les expériences que j'ai eues, moi, en restauration et les témoignages qu'on continue de recueillir dans l'association, il y a donc le fond du problème, c'est quand même les violences qu'on appelle dites normalisées en restauration. Donc, il y a beaucoup de formes de violence. Et donc, je comprends tout à fait, Sophie, pourquoi... oui, ça résonnait. Ouais, exactement. Pourquoi le cadre, l'environnement de la restauration t'a pas forcément convenu au départ et oui, je comprends tout à fait la démarche. Donc voilà, il y a beaucoup de violences qui ont été normalisées. C'est vrai que quand on arrive dans les écoles hôtelières, moi souvent c'est comme ça que je présente ma démarche et mon rôle auprès des jeunes. Je leur dis en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'aurais tellement aimé à votre âge en fait avoir quelqu'un qui me dit non, ce n'est pas normal. Moi, quand j'ai commencé la restauration à 16 ans, en fait, j'ai mis des années à comprendre et à verbaliser en fait ce que j'avais subi en réalité, parce qu'en fait, c'est le principe des violences normalisées. On part du principe que c'est le métier qui veut ça, que c'est normal, qu'on a toujours fait comme ça, que si on est vraiment passionné, c'est normal de travailler 15 heures par jour, de pas être rémunéré pour ces heures supplémentaires, de travailler dans la violence, etc., etc. Donc, je pense qu'on arrive à un tournant dans la restauration. Et il y a beaucoup de jeunes, en fait, la nouvelle génération notamment, et évidemment, notre ami Covid nous a beaucoup aidé à ouvrir les yeux à ce niveau-là. Il y en a beaucoup, en fait, qui n'acceptent plus ces conditions de travail. Parce que jusqu'ici, on avait la tête dans le guidon, on pensait que c'était la norme. Mais une fois qu'on s'arrête, qu'on prend un petit peu de recul et qu'on comprend finalement qu'on n'est pas obligé de travailler dans ces conditions-là, on n'est pas obligé de subir, forcément, il y en a beaucoup qui ont pris la poudre d'escampette, et ce qui est totalement logique et normal. Il fallait que ça arrive. Donc ça, voilà, il y a le sujet des violences dites normalisées. Et après, je pense que le deuxième sujet, c'est la question de la cohérence. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai commencé à travailler dans des très, très, très beaux établissements, voilà, il y a beaucoup de soins qui étaient apportés à l'expérience de nos clients. Il y avait beaucoup de mise en scène, tout est beau, tout est très travaillé. Mais en fait, en coulisses, on n'a pas forcément de vestiaire, on n'a pas forcément d'endroit pour prendre une pause déjeuner. L'enfer, en fait. C'est exactement ça. Voilà, grosso modo. C'est exactement ça. Donc il y a vraiment une question d'incohérence. Et moi, c'est vraiment ça aujourd'hui que je pointe du doigt. Si on travaille dans un établissement pour l'image que ça renvoie, parce qu'en général, au départ, on est client avant d'être employé dans un établissement. Si ça nous a fait rêver en tant que client, et dès l'instant où on passe derrière la scène, en coulisses, et qu'on voit en fait que c'est l'enfer, que les conditions de travail, elles sont épouvantables, forcément, en fait, on finit par partir en courant. Donc je pense que dans le projet qu'on met en avant, dans toute cette partie communication qui est de plus en plus présente maintenant pour la restauration, je pense qu'il faut faire très attention aux valeurs, aux mots qu'on emploie et le message qu'on fait passer en fait dans notre communication, parce que en fait il faut que derrière les collaborateurs s'y retrouvent et qu'il y ait une vraie cohérence de A à Z. Merci Fanny, très très intéressant. Sophie, que souhaiterais-tu que les gens, ou que souhaites-tu d'ailleurs, on va prendre l'indicatif, que les gens ressentent en quittant la table après un repas signé par toi? Alors, c'est une excellente question qui m'a donné du fil à retordre, puisqu'en fait, je pense que j'ai fini par comprendre ce que je souhaitais, mais plutôt par l'expérience de ce qui se passe quand je fais à manger pour les gens. En fait, finalement, c'est mes clients qui m'expriment ce que je souhaite. C'est-à-dire... Et c'est ça qui est très beau, voilà, finalement. Exactement.
Je précise mon propos. Je travaille quand même beaucoup sur des prestations où j'ai carte blanche. Quand j'accompagne des retraites bien-être, des stages de yoga sur plusieurs jours, donc je vais faire à manger pour un groupe, du petit déjeuner jusqu'au dîner parfois. Et alors, on se met d'accord avec l'organisateur sur le type de plat que je vais proposer, puisque évidemment, l'idée, c'est aussi que ça puisse matcher au départ. Mais après, moi, c'est vraiment cuisine de marché, quoi. Donc, je vais aller chercher justement ce que mon maraîcher a à me proposer, le poireau, ou pas, justement, et confectionner à partir de là des plats vraiment selon mon intuition et mon inspiration. Et je ne me gêne pas pour mettre des mal-aimés, enfin des légumes ou des fruits qui pourraient faire l'objet de préjugés en amont. Par exemple, le céleri rave, Le chou-fleur, la betterave, le chou. Ouais. Tout simplement, le chou, enfin les choux, il y a une infinité de variétés de choux. Ce qui, moi, me fait vibrer quand je cuisine, et c'est pour ça que je cuisine, c'est quand les gens viennent me voir après en me disant « Mais en fait, j'avais jamais mangé un chou comme ça. J'avais jamais pensé à le cuisiner comme ça. Comment est-ce que tu t'y es prise pour lui donner ce goût-là, cette texture-là, etc. » Donc moi, ce que je recherche vraiment, c'est de pouvoir surprendre les gens, de pouvoir aussi faire sauter des idées préconçues sur certains produits, sur certaines manières de manger aussi. C'est vrai qu'on est beaucoup en France sur l'entrée, plat, dessert. Moi, j'aime aussi les ambiances un peu type mezze, où chacun prend un petit peu ce qu'il veut, où il y a des condiments avec différentes textures, différentes saveurs, que les gens associent un peu comme ils veulent, pour que ce soit quelque part un peu inclusif, quoi. Moi, selon mon humeur, je vais plutôt mettre ça. Ça, c'est pimenté, j'aime bien, je vais mettre ça. Donc c'est vraiment ça, c'est que ce soit inclusif, donc que les gens se sentent à l'aise à table aussi, qu'ils aient le sentiment d'avoir partagé quelque chose, un bon moment, et d'avoir été surpris. Merci beaucoup. Catherine, alors tu parles de chocolat. Comment choisis-tu les artisans chocolatiers avec lesquels tu travailles? Oui, on est sûr. J'ai sauté la question. Je suis allée loin. Non, mais parce que tu m'as dit que tu mettais en valeur, tu travailles avec un artisan, notamment. Oui, je travaille avec un artisan qui est un artisan corrézien qui s'appelle Monsieur Lamy, puisque je vis à Brive-la-Gaillarde depuis 4 ans. Et que j'ai découvert, c'est un artisan chocolatier torréfacteur. Il a décidé de fabriquer son chocolat de la fève à la tablette, c'est-à-dire Le bean to bar. ce qu'on appelle le bean to bar. Voilà, c'est un concept qui est arrivé des États-Unis, qui s'est développé dans les années 2010 en Europe et en France, et qui est en croissance colossale, autour de 10% depuis quelques années. Enfin, c'est impressionnant. Ça reste une niche professionnelle. Enfin, ça reste une niche dans ce milieu du chocolat. C'est quoi? C'est 2% de petits poussés qui fabriquent leur chocolat aujourd'hui. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, comment je l'ai choisi? Parce qu'il y a une pureté de réalisation de chocolat, une grande traçabilité, une grande transparence. Il montre son labo, il est visible de la rue. Donc, quand vous passez, vous voyez le labo, vous voyez sa fabrication, ces sacs en toile de jute qui arrivent, là, d'Anvers. Toute la torréfaction, en passant par le broyage, le pré-broyage, le broyage, le conchage, le tempérage, le moulage. Il y a la cristallisation aussi avant. Enfin, il y a toutes ces 7 étapes de fabrication de chocolat. Ça prend un certain temps. D'où viennent les fèves? Alors, les fèves viennent d'une quinzaine de destinations, évidemment, autour de l'équateur, puisque le cacaoyer, il pousse dans les régions humides et en altitude. Oui, on n'en trouve pas en Belgique. Non, pas vraiment, pas encore, en tout cas. Il n'y a pas encore eu quelqu'un qui a décidé de les mettre sous serre, ces cacaoyers. Bon, enfin, donc il va les chercher, que ça soit en Amérique du Sud, il a des origines de Bolivie, du Mexique, de Colombie, un peu de République dominicaine. Ensuite, c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, Sao Tomé, le Ghana, un peu de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un très, très gros pays de production de cacao, mais c'est surtout les industriels qui achètent là-bas. Il va plutôt chercher dans les terroirs rares via ses 3 sourceurs, qui sont des femmes d'ailleurs. Et puis, il va aussi chercher du côté du Vietnam, des Philippines. Donc, on a là des notes plus florales, plus fruitées, puisqu'on est sur des sols un peu différents.
quand j'ai découvert toute sa machinerie et son installation incroyable, parce que c'est quand même un gros investissement pour un artisan de s'équiper de tout ce matériel, ça peut aller de quelques milliers d'euros à plusieurs gros millions d'euros. Donc, il faut avoir les reins solides et puis c'est pas forcément un business scalable. Donc, il faut vraiment penser à demain. Lui, il a une très grosse ligne de production qui peut débiter, si on peut dire. Je crois que c'est 100 000 tablettes à l'année. Donc, voilà. Et on est sur ce qu'on appelle du pure origine, du chocolat de terroir. Élaboré à l'origine. Élaboré, oui. Ouais. Et ça donne des goûts, des saveurs uniques. Et puis, mais sa pâte de chocolatier, ça fait 35 ans qu'il est chocolatier. Ça fait que 3 ans qu'il est torréfacteur, quelque part. Il a voulu travailler la matière première comme un chef qui a envie de comprendre. Et qui a son propre potager. Voilà, en fait, c'est ça exactement, aussi. exactement. Comme ça, on adorerait, Sophie. Un boulanger qui deviendrait meunier demain. Quoi. Donc, c'est canon. Pour lui, c'est la quintessence de sa profession, de son métier, de torréfier son chocolat. C'est vraiment... je suis tombée amoureuse du produit, pas de l'homme, parce que s'il m'entend, il ne va pas être très content. Nous ne jugeons pas du tout, Catherine. Non, du produit, bien sûr, et puis de l'engagement et du métier de cet homme et de sa passion. Et de l'excellence artisanale, en fait. Et de l'excellence. Qui est fascinante. On est très, très loin de ce qu'on peut... On est en province, on est à Brive, c'est 4h30 de train de Paris, on n'est pas à Paris. Il y a des chocolatiers Bean to Bar en région parisienne, bien sûr. Il y en a beaucoup en Rhône-Alpes, il y en a beaucoup... En Auvergne, il y en a quelques-uns en Auvergne. Je ne vais pas dire qu'il a réinventé le chocolat, mais pour moi, croquer dans un carré de chocolat, c'est comme si je revenais en enfance, quoi. Enfin, c'est un rappel à l'enfance. Merci. Non, c'est une très belle rencontre et j'en parlerai pendant des heures. Je m'arrête, je passe la parole à ma voisine. Merci. Emma, alors, c'est quand même tout un sujet, mais j'aime bien l'aborder aussi avec les artistes. Comment l'IA, aujourd'hui, influence ton travail ? Comment tu as dompté cette machine ? Est-ce que c'est une menace, un outil complémentaire, un assistant ? Comment tu l'appréhendes ou l'as appréhendé depuis quelques mois, années ? Je me sers surtout de l'IA pour plusieurs choses, notamment pour retoucher mes images, mais ça passe juste en fait par de la suppression générative. C'est tout simple, j'enlève des petits bouts des petits détails vraiment pour avoir une image clean, mais je fais pas plus en tout cas avec l'IA dans la retouche d'image. Après, je me sers des outils pour rédiger des messages, mais ça va pas plus loin. J'essaye de... En fait, il y a eu tellement de controverses à cause de l'IA, liées à l'IA. Et de peur, notamment des artistes visuels, où on a vu des grandes marques de mode et surtout des marques de mode, faire des campagnes entières générées avec l'IA. Ils ont remplacé des mannequins, ils ont remplacé toute la chaîne de production, mais il n'y a pas que moi, il n'y a pas que les photographes, il y a aussi tous les set designers, les assistants lumière, les stylistes, les modèles, les make-up artistes. Tout ça, ça crée en fait des photos qui sont plates, qui sont générées. Oui, pas incarnées en fait. Non, Parce qu'on revient à cette idée de intelligence artificielle qui s'oppose du coup avec l'émotion. Oui, c'est des photos qui sont en fait juste tirées de ce qui est déjà existant sur Internet. Donc à partir de là, moi, très honnêtement, je suis complètement contre cette pratique, mais je m'en sers vraiment à petite dose dans mon quotidien. Et tu te sens pas mise en danger. C'est ça ta position par rapport à ça. En fait, je me sens pas mise en danger parce que j'ai développé un style au fur et à mesure de ma petite carrière. Ça reste une carrière. Ça reste une carrière. Un style photographique qui fait que j'ai une patte, en fait. J'ai un propos aussi. J'ai un engagement, notamment pour le climat, pour le social aussi, pour tout ce qui est éthique et éco-responsable. Et je parle de choses dans mon travail et j'ai une manière d'aborder la photo qui fait que je pense que on est beaucoup à être menacés, mais ceux qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu, ce sera les artistes qui auront vraiment quelque chose qui les distingue. Une identité. Une vraie identité, mais affirmée. Et moi, je travaille beaucoup à justement
asseoir cette cette position, mais ça reste une menace quand même. Mais je vais pas me laisser intimider non plus. Merci beaucoup, Emma. Fanny, alors pour toi, à quoi ressemblerait un leadership responsable en restauration? Est-ce que tu pourrais me donner 3 qualités qui rendraient le manager ou le gérant le vrai leader sécurisant? C'est une très bonne question. Je pense que, en tout cas, ce qu'on attend d'un leader, pour moi, c'est pas uniquement un manager qui va donner des directives et qui va exprimer des attentes, bien que ça en fasse partie. Pour moi, la qualité première, c'est vraiment la communication. Je pense qu'il faut être capable de communiquer avec bienveillance, empathie sur... En fait, c'est d'ailleurs souvent ça qui manque, je trouve, dans les établissements, dans les restaurants. Une communication qui est claire sur quels sont les objectifs de notre établissement. Qu'est-ce qu'on vous donne comme moyen aujourd'hui pour atteindre ces objectifs? Que ce soit des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens à travers de la formation, peu importe. Mais où est-ce qu'on va, en fait, tous ensemble? Parce que c'est quand même un travail d'équipe au départ et c'est pas uniquement, en fait, on n'est pas juste là pour cuisiner ou pour apporter des plats à notre client. Et je pense que autour de ça, en fait, il pourrait presque y avoir du storytelling. Donc, c'est pour ça que je dis la communication est hyper importante parce que c'est, donc, en effet, communiquer sur des objectifs, etc. Mais c'est aussi dans quelle histoire je vous emporte. En fait, c'est quoi notre projet à tous? C'est pas uniquement, en fait, on cherche pas uniquement des porteurs d'assiettes ou des gens qui vont être capables de cuisiner. Donc, je pense que ça, c'est une qualité hyper importante pour un vrai leader engagé, c'est de réussir à embarquer ses équipes. Ensuite, je dirais peut-être deuxième qualité, ça serait la bienveillance, l'empathie, être capable de se mettre à la place des autres. Je pense que maintenant, on ne veut pas forcément de l'égalité dans les établissements, mais peut-être plus de l'équité et faire un modèle un petit peu plus sur mesure, s'adapter. Par exemple, dans les établissements, je pense que maintenant, il y a plein de modèles différents pour travailler. Et on n'a pas forcément tous envie d'être à temps plein, on n'a pas forcément tous envie d'être à mi-temps. Et je pense que si on avait des modèles qui étaient un peu plus sur mesure, un peu plus personnalisés et du coup un petit peu plus inclusifs, je pense que ça serait aussi plus inspirant pour les équipes. Donc là, ça fait que deux qualités. Mais je pense que je n'ai pas forcément une troisième précise, mais je pense que c'est un modèle comme ça qui serait... C'est ce que tu transmets? C'est ce que tu transmets à tes clients? Comment ça se passe, le rapport avec tes clients qui viennent à l'agence? Alors, tu veux dire le process, comment je les accompagne? Donc, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être un premier rendez-vous pour vraiment définir donc, les enjeux de mon client. Ses enjeux, ses problématiques, ses objectifs à court, moyen, long terme. Moi, en fait, j'ai besoin de comprendre vraiment quelle est l'histoire de son établissement déjà au départ, donc vraiment la genèse de son projet. En fait, qu'est-ce qui l'a poussé à ouvrir un établissement? Est-ce que c'est un établissement familial? Est-ce que c'est un projet depuis toujours? Enfin, voilà. Donc, j'ai besoin de comprendre la genèse. Ensuite, on affine pour comprendre un peu ces problématiques, enjeux, objectifs. Ça, c'est la première phase. Et ensuite, la deuxième phase, ça va être de faire un audit qui sera donc confidentiel et anonyme, où là, j'interroge vraiment l'ensemble des équipes à travers à peu près une centaine de questions. Donc, c'est quand même assez vaste. Et j'essaye vraiment de comprendre en fait quel est leur environnement de travail. Qu'est-ce qui est valorisé par les équipes? Qu'est-ce qui leur plaise? Qu'est-ce qui fonctionne déjà très très bien? Parce qu'il y a toujours des choses qui fonctionnent très bien dans un établissement. Et ensuite, qu'est-ce qui leur manque pour atteindre donc les objectifs de mon client? Et moi, mon rôle, c'est vraiment de faire le pont entre les besoins et les attentes réelles des équipes et les objectifs du client. Hyper intéressant. Tu peux nous donner 3 exemples de questions que tu leur poses? Oui, par exemple, la question des objectifs. Ça, je me suis rendu compte que c'était une question qui était hyper importante parce que beaucoup d'équipes n'avaient pas d'objectifs en fait qui étaient vraiment clairement stipulés. Donc, je vais leur demander, est-ce que vous connaissez vos objectifs? Est-ce qu'on vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs? En fait, je vais leur poser beaucoup de questions, pardon, c'est un peu confus, mais je vais leur poser des questions sur l'ensemble de leur parcours collaborateur. Donc, les premières questions, ça va être comment s'est passée la phase de recrutement? Est-ce qu'il y avait de la cohérence entre l'annonce, entre l'entretien, entre vos premiers jours sur place? Est-ce qu'il y a eu une vraie période d'onboarding? Est-ce qu'après l'onboarding, il y a eu une continuité? Enfin voilà, donc je leur pose énormément de questions et l'idée, c'est vraiment de retracer tout le parcours du collaborateur jusqu'à la fin, si certains sont sur le départ, pour comprendre en fait ce qui est manquant, ce qui pourrait être amélioré.
Très intéressant. Mais l'idée, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est évidemment de mettre en avant ce qui peut être amélioré, les axes d'amélioration, mais aussi ce qui fonctionne déjà très très bien. Parce qu'il y a toujours des choses qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas forcément valorisées, où on part du principe que c'est normal parce que c'est comme ça, c'est le quotidien. Et je trouve que c'est important de mettre en avant vos équipes. Finalement, ils sont très contents de telle forme de management ou très contents de... Oui, sur lesquels s'appuyer pour aller plus loin. Exactement, ouais, c'est ça. Merci Fanny. Alors, vous pouvez ranger vos fiches, parce que la première partie est finie. Catherine, ça va aller. On respire, on prend un petit bout de chocolat. Non, on n'a pas de chocolat. Tu auras tout ce que tu veux, Virginie. Alors, moi, en fait, je suis une ancienne prof de lettres. Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Donc, je vais vous lire un passage et je vous poserai une question, mais qu'on a déjà plus ou moins abordée, mais on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leur gouttelette presque impalpable, l'édifice immense du souvenir. Quelle est donc votre Madeleine de Proust ? C'est un extrait de Proust. Alors, qui se lance ? C'est une bonne question. Alors, Madeleine de Proust, après, certains parlent d'ambiance, de souvenirs, d'autres veulent vraiment être dans la sensorialité pure et donc le goût, les odeurs, la cuisine, mais ça peut être très très large. On est sur un moment confidence et un peu psychologie aussi. Mais ce qui est très drôle, je vous laisse le temps de réfléchir, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, de la même manière qu'on parle toujours de Covid à cette table, un moment ou un autre, et là vous l'avez abordé grosso modo, sauf toi Fanny parce qu'on est plus dans le concret, mais vous avez parlé de votre enfance, sans le savoir, parce que c'est ce qui vous construit aussi dans votre identité personnelle et professionnelle. Donc qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que ça peut être un moment ? Mais il n'y a Parce que pas de réponse type. Ok, C'est ce que carte ça fait. blanche. Mais bien sûr, je suis pas à l'école, je vais pas vous noter là. Ok, je suis un peu scolaire, donc je vais essayer de me un peu sortir de mon carcan. Qu'est-ce que cet extrait-là vous évoque ? Quand je l'ai lu, voilà, vous avez regardé quoi ? Vous avez vu quoi ? J'ai toujours l'impression de répondre à un truc pas bien, mais Il n'y a vas-y. rien qui est bien ou pas bien. Tu Ok. sais, Emma. Alors, je dirais, moi en fait, c'est des souvenirs que j'ai avec ma famille et les amis de mes parents, où en fait on était juste chez nous à piquer, un peu comme tu disais en mode mezzé, c'est comme un espèce d'apéro dînatoire où on avait vraiment passé la journée à cuisiner. On avait fait les courses, on avait fait le menu une semaine avant, on avait tout prévu pour que les invités ils se régalent et on cuisinait en fait toute la journée. Le soir ils arrivaient et on passait un super moment à déguster. Il y avait un peu de musique, ils ramenaient des fleurs, ils ramenaient une bonne bouteille. Bon, j'avais 10 ans, mais... Et ouais, non, c'était juste un moment partagé C'est autour très de beau. la nourriture et c'est tout. C'est les moments les plus simples en fait Bien sûr. qu'on se rappelle le plus quand on grandit. Merci Emma, c'est très bien. Fanny ? Alors, moi, c'est un petit peu le même souvenir. Dans ma famille, on a une culture de la table qui est vraiment très, très, très importante. Et j'ai, pareil, des très, très bons souvenirs de repas. Alors, je peux pas dire repas interminable, mais c'est ça, une espèce de mise en place qui est vraiment très, très longue dans le temps. Donc, c'est-à-dire que le moment du dîner ne commence pas au dîner. Il y a quand même un avant. Et c'est vrai qu'à la maison, il y a toujours eu cette... il y a toujours une ambiance un peu festive autour du dîner, notamment. Moi, du soir. Ouais, plutôt le exactement. soir. Moi, je dis toujours à mes amis, nous, dans la journée, on fait ce qu'on veut. Par contre, c'est hyper important d'être présent au moment des repas. Donc voilà, dans la journée, chacun peut vaquer à ses occupations, mais par contre, au moment du dîner, 20h, il faut vraiment que tout le monde soit autour de la table. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une ambiance particulière. Ma maman cuisinait beaucoup. Et très bien. On a toujours tous aimé se retrouver autour de la table, bien manger, ça a toujours été hyper important. Et il y avait vraiment une ambiance particulière, c'est-à-dire qu'on a toujours eu la vaisselle du midi et la vaisselle du soir. Et même si on n'est que 4 autour de la table, qu'on soit 4 ou soit 10 ou 12 ou peu importe, parce qu'on aime aussi beaucoup recevoir, il y a toujours vraiment une ambiance, une saveur très particulière. Donc des petits jeux de lumière, des bougies, des fleurs, musique du monde. Ça a beaucoup accompagné les dîners de mon enfance. Donc voilà, il y a vraiment une saveur très, très particulière. Et c'est vrai que j'adore retourner chez mes parents pour ça. Parce que je sais que je vais mettre les pieds sous la table. On va avoir
C'est ça, ambiance un peu mezzé, plein de petites choses à grignoter. Ça peut être des choses simples, mais tout est délicieux. Et je pense qu'il voilà, y a aussi une question d'ambiance qui va Alors, avec. mets-nous l'eau à la bouche, une idée de recette que vous faisiez ou que tu adorais manger. C'était le clafoutis. Alors, c'était entre le clafoutis et la tarte. On appelait ça le clafoutis, mais en réalité, je pense que c'était pas du tout Un clafoutis-tarte. Un clafoutis-tarte. On y va. Clafoutis à la rhubarbe meringuée. Et je pense qu'avec du recul, si je mangeais ça aujourd'hui, je trouverais ça atrocement sucré et plus du tout dans l'air du temps. Mais il y a une saveur particulière et je pense que j'ai demandé ce dessert d'anniversaire, mais pendant des années à ma maman. Super, tu vois, c'est ça en fait. C'est adorable. Catherine? Alors, il y a quand même pas mal de choses en Normandie, on mangeait bien. L'autre grand-mère, je vous ai parlé d'une grand-mère qui me faisait des beignets croustillants le soir du 14 juillet après le feu d'artifice, là. Et bien l'autre grand-mère, elle me faisait du riz au lait caramélisé, des crêpes. Donc tout ça, ça me rappelle des moments forts en famille avec mes grands-parents. Ça a été reconduit par ma mère d'ailleurs. Et quand j'ai présenté mon mari, il y a déjà plus de 20 ans de ça, à mes parents, je me souviens que maman avait fait du riz au lait et que mon mari en avait mangé presque la moitié du plat. Et je crois que il avait conquis la belle-mère pour le coup. S'il écoute ce podcast, il va rire. Comment s'appelle-t-il? Eric. Eric, on te salue. Donc, oui, le riz au lit, les bonnes crêpes. Et aujourd'hui, j'essaie de reproduire à ma façon le bon riz au lait et les crêpes Suzette, j'entends, les crêpes de froment, mais avec de la bonne farine, le dosage qu'il faut et l'accompagnement qu'il faut aussi. Et le bon chocolat coulant. Évidemment. Merci Catherine. Sophie? Je te rejoins sur le riz au lait et je pense que j'aurais pu répondre ça. Ça fait partie des premières recettes que j'ai faites toute seule quand j'étais petite à la maison avec un livre de Paul Bocuse, je crois. Qui est ce personnage? On ne connaît pas. Je ne sais pas. Alors moi, ma Madeleine de Proust, je dirais que c'est... Alors c'est pas un plat, c'est les sauces. En fait, les sauces, vraiment, à toutes les sauces, quoi. Je veux dire, ça peut être une sauce qui peut être... On peut faire des jus corsés fantastiques avec des légumes. On n'a pas forcément besoin de viande, même si la viande va donner aussi ce goût caramélisé ou umami. Mais en fait, les sauces, même juste une bonne crème crue avec des herbes fraîches dedans, etc. Et moi, j'ai vraiment ce souvenir depuis toute petite de saucer le plat, quoi, de saucer l'assiette, de tremper ce morceau de pain et d'attendre qu'il soit bien imbibé. Mais oui. Pour le manger. Et je me faisais même, quand j'étais ado, à l'époque où j'adorais manger gras et salé, il m'arrivait de rentrer à la maison et de me faire une sauce, en fait. Une sauce. Ouais, je me faisais revenir des échalotes dans du beurre déglacé au vin blanc, et puis je prenais mon morceau de pain et c'était ça mon goûter, quoi. Je me faisais de la sauce. Le plaisir coupable de Sophie. Que personne, je sais même pas si mes parents le savent, en fait. Et là, on pense à Charlotte. C'est Charlotte. C'est Charlotte. Voilà, les sauces. Et aujourd'hui encore, c'est vraiment quelque chose qui va me guider parce que je trouve que c'est vraiment un supplément d'âme. C'est quelque chose qui va finir un plat, qui va lui donner de la profondeur, qui met tout le monde d'accord finalement, et que ce soit sur du salé comme du sucré avec un bon caramel. Voilà. Merci. Catherine, tu voulais rajouter quelque chose? Caramel au beurre salé. Évidemment. La Normande qui parle. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre réfrigérateur? De la crème fraîche. D'accord. Du beurre de micelle. Ça marche. Sur du pain croustillant. Eh oui. Je ne sais pas. Sophie? Alors, tout un tas de condiments fermentés. Des misos, alors des condiments ou des boissons. J'ai tout un tas d'expérimentations, de macération de fruits dans du kéfir, dans du kombucha, des kimchi. Et en fait, ça, il y en a plein. Enfin, je veux dire, la porte du frigo en déborde et on sort toujours plein de choses à table au moment où on mange. Pour rajouter, c'est voilà, ce que tu disais. Exactement. En fait, on va faire des plats simples. On dit toujours la table des minotos, c'est ça, quoi. Il y en a de partout. Et chacun va piocher son petit condiment pour le rajouter. Donc, il y a toujours un condiment dans mon frigo et souvent fermenté. Super. Alors, des légumes, je dirais, c'est assez classique. Mais c'est surtout, moi, c'est pas dans mon frigo, c'est plutôt mon tiroir à épices. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et ouais, j'ai une tonne d'épices. On a une super boutique à Bordeaux, notamment. Et ça, j'aime beaucoup, ouais. Parce que toi, tu habites Bordeaux. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, on a deux provinces, là.
3. Mais oui, je suis flattée. Chez la chef parisienne. Ah, je suis flattée. Eh oui, On est venu venons à pour toi. toi. Ah là là, ça De loin, j'adore. on Ça me voyage. plaît, ça me plaît beaucoup. Si vous deviez dîner avec une personne fictive, décédée, vivante, pas forcément du milieu de la gastro, ce serait qui? Parce qu'en fait, mon petit délire que j'ai depuis peu, c'est d'imaginer une tablée immense avec à chaque fois quelqu'un que vous ramenez. Et c'est moi qui cuisine. Ça ne se fera jamais, évidemment. Mais parce qu'on m'a sorti du Brad Pitt, on m'a sorti du Victor Hugo, du Bria-Savarin, etc. Donc, C'est génial. Ça va être compliqué. Mais Jésus, on a eu aussi. Ah ouais. C'est vrai, on a eu Jésus. C'était Toujours Denis. plus. C'était Denis Imbroisi qui avait dit ça, Jésus. Catherine, je crois que tu as levé la main. J'ai levé le doigt. Tu as levé le doigt. Eh bien, moi, j'aimerais avoir Fanny Ardant. Oh, j'adore. T'as un petit côté, hein. Même si tu es blonde, t'as un petit côté, je trouve. C'est gentil. Ouais. Ouais. Fanny Ardant. Non, Fanny Ardant, elle est pleine d'émotions, pleine de vérité, de profondeur. Je crois que tu aurais fort à faire avec elle au niveau gustatif. Très parce bien. que... Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Les autres, une idée? Oui. C'est très drôle cette question parce qu'il y a, je pense, moins de 2 semaines, j'ai évoqué justement ce sujet avec un ami en lui disant mais moi je pense souvent à une table de célébrités. Si je pouvais inviter qui je voulais autour de la table, on y c'est raccord. très drôle. Alors j'ai 2 personnes en tête. Ce serait soit Virginie Efira, que j'aime beaucoup, ou Laila Bekti, Ah. avec qui j'aimerais, si jamais elle m'entende. Ouais. Moi, je veux bien aussi cuisiner pour elle. Hein. Pas de problème. Je les adore. Ouais, c'est ça. J'adore leur sensibilité. Et, puis encore une fois, moi, c'est vrai que c'est l'humain avant tout. Et c'est des personnes, quand je les vois à l'écran, à chaque fois, je me dis, elles sont incroyables. Elle est nominée au César pour Sylvie Vartan, Leïla. Oui, tout à fait. Emma, Je réfléchis encore. Sophie, C'est pas évident. quelqu'un que tu admires, quelqu'un ou un personnage de roman que tu as lu, ou enfin ça peut, on part dans tout, ou quelqu'un que tu connais, quelqu'un de ta famille. Moi, c'est Sylvie Malice qui avait répondu, mon mari. Voilà, tout simplement, il est là avec moi tout le temps, donc ça peut être. Voilà. Sophie. Alors, je ne veux pas forcément parler de célébrités parce que il y en aurait trop. Ça serait un grand banquet pour le coup. Tu mets dans la cuisine et du coup. Voilà. Bah oui. Voilà, Ah, avec voilà. grand plaisir. Alors, petite séquence émotion. En fait, j'aimerais bien pouvoir dîner un jour avec la grand-mère que je n'ai pas connue. Bah oui. Voilà, avec Margot, Voilà. qui est la maman de ma maman et qui cuisinait beaucoup. Je pense que ça fait partie des personnes qui fait partie de cette, de la transmission. Elle cuisinait beaucoup pour ses enfants, ils étaient quand même assez nombreux. Ma mère a appris à cuisiner aussi en observant sa mère. Et malheureusement, je ne l'ai pas connue, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et donc, j'aimerais beaucoup pouvoir lui faire un plat avec une belle sauce. Et voilà, partager un moment avec elle. Bah, c'est très joli. Merci pour cette confidence. Emma. Bon, j'ai réfléchi Voilà, entre-temps. tu vois, on y arrive. En fait, je me dis, j'aime bien partager des repas avec des gens qui savent apprécier à leur juste valeur Oui, on a besoin de ça. la nourriture. Parce que je sais pas si vous connaissez des gens qui sont pas trop attachés à la nourriture. Ils ne font plus partie de mon cercle, ça c'est clair. Comment te dire? Moi, j'en croise de c'est temps en compliqué. temps et juste ils mangent pour se sustenter, pour pas mourir, quoi. Et moi, je comprends pas. Ils mangent pour ne pas mourir. D'enfer. Et du coup, je sais que mon copain, il a un amour démesuré pour la gastronomie. Et en fait, tous les petits plats que je lui fais, vraiment, je me Comment sens la s'appelle ton reine. homme Il s'appelle Jean. Jean. Bonjour Jean. Et en fait, il s'est vraiment apprécié. Et c'est un plaisir, en fait, de cuisiner pour lui. Ma mère, quand elle lui fait des plats, elle me dit, mais quel bonheur, il finit les assiettes et il en reprend 2-3 fois. Est-ce qu'il met le pain dans la sauce? Oui, sans gluten, parce qu'il est intolérant, donc voilà. c'est un peu moins élastique, malheureusement. J'ai Mais l'assiette, sinon moi je laisse l'assiette. Eh ben, Carrément l'assiette. c'est ce qu'il fait. Mais mon resto. Non mais c'est un plaisir en tout cas parce que il en reprend et puis il leur demande et puis il y va quoi avec amour. Très bien. Donc voilà. Alors on parle beaucoup de cuisine. Que représente la cuisine pour vous? Emma, continue. Garde Ouais. la parole. Ouais, c'est une manière de. En fait, pour moi, c'est que du partage. J'aime beaucoup recevoir mes amis, mon entourage, et en fait, pour moi, c'est une manière de donner mon amour, de transfigurer l'amour que j'ai pour eux dans un objet matériel. Et pour moi, c'est que du love. C'est que de l'amour, vraiment. Et je pense que c'est aussi de la créativité.
Parce que même si mon papa était chef, j'ai assez peu cuisiné avec lui. Enfin, l'amour de la cuisine m'est venu beaucoup plus tard, vers la fin de mes années adolescentes, jeune adulte, enfin début de jeune adulte. En fait, c'est quel bonheur en fait de créer, d'associer des saveurs auxquelles on se serait pas forcément attendu. Enfin, pour moi, c'est vraiment tu mélanges toutes les épices, plein de légumes. Enfin, je mange pas beaucoup de viande, donc faut être aussi assez créatif dans la manière de cuisiner quand t'as tout un aliment qui est pas là, quoi. Mais ouais, être créatif et partager son amour. Merci. Fanny? Et moi, je te rejoins à 100% avec ce que tu viens de dire. Pour moi, mon rapport à la nourriture, c'est quelque chose qui est hyper important. Ça fait vraiment partie, ça fait partie des piliers de ma vie, hein, clairement. Je ne peux pas envisager de mal manger. Et alors, ça ne veut pas dire je ne veux pas aller dans un petit restaurant. C'est pas du tout ça. Mais pour moi, voilà, vraiment bien manger, acheter des produits de qualité, du bio, du local, du frais surtout. Du frais, évidemment. Oui, ça semble tellement oui, évident, vrai, mais j'ai précisé au cas où. T'as raison. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et pour moi, la nourriture, c'est vraiment mon langage de l'amour, en fait. Et je trouve ça très important de retrouver ça aussi dans mon entourage, chez mes amis. Pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça me fait trop plaisir. Enfin, pour moi, voilà, il y a une histoire de générosité, de partage, de convivialité. Et ouais, moi, c'est vraiment, je pense, ma manière d'aimer les gens. Si un jour, je vous propose de venir dîner à la maison, c'est là, vous rentrez dans le cercle très, très proche. Merci. Catherine? J'ai envie de dire, quand le goût et l'émotion s'alignent, on crée des souvenirs. Et partager des bonnes choses, c'est créer des souvenirs, des moments forts, c'est fédérer. On n'est pas seulement ensemble, on est là pour des bons moments à partager. Alors, je suis beaucoup moins douée que vous, les filles, pour faire la cuisine. En tout cas, ce que j'aime, moi, c'est le chocolat. Et le chocolat, je constate que il fédère, il rassemble, il unifie les gens. Et qui, dans notre entourage, n'aime pas le chocolat? Enfin, j'ai connu quelqu'un qui n'aimait pas le chocolat. On peut ne pas aimer le vin, on peut ne pas aimer le fromage, mais en tout cas, le chocolat, ça nous ramène à l'enfance et on aime tous le chocolat, ou presque. Mais il peut y avoir effectivement des gens qui n'aiment pas le chocolat. Et je ne parle pas que du noix, hein. Je parle du chocolat travaillé avec un peu de praline, des noisettes, du lait. Voilà. Merci. Et toi, Sophie, c'est quoi la cuisine? Alors, la cuisine, pour moi, c'est d'abord je le vois vraiment comme un trait d'union, en fait, du champ à l'assiette. La cuisine, pour moi, ça commence là. C'est vraiment hyper important pour moi de valoriser aussi la personne qui me permet de me nourrir, en fait. Et de pouvoir en parler. Et même quand c'est effectivement une tablée de copains, copines, il y a toujours une histoire à raconter, en fait, quand les gens viennent manger. Ah bah ça, je l'ai trouvé là. Et puis la personne, j'ai discuté avec elle. Et il y a une anecdote, il y a quelque chose. Donc c'est d'abord ça, et puis après c'est effectivement, comme vous l'avez dit, hein, c'est la créativité, c'est le partage, c'est l'émotion. Il y a quelque chose qui est vraiment fantastique, je trouve, quand on se retrouve à manger une fois qu'on a cuisiné, qu'on a donné cet amour-là, et que dans les assiettes, les gens vont soit rien dire du tout parce que c'est tellement bon que du coup c'est silence à table, ou qu'il y a des petits oh, c'est bon ça vraiment j'adore moi entendre les gens faire ces petits bruits. Donc ouais, c'est vraiment ça, c'est du partager son amour, mais en commençant par vraiment le chant, quoi. La source, exactement. Très joli. Et la dernière question, quelle est votre définition de la passion? Vaste question. Eh oui, madame. Qui se lance? Moi, je veux bien, j'ai un truc qui m'est apparu là. Ah ben c'est ça. Je dirais que la passion, notamment ma passion pour la photo, c'est quelque chose de viscéral. En fait, je me dis, pendant toute ma vie, j'ai été passionnée par la photographie. Je me suis longtemps refusée de faire ma passion mon métier parce que je voulais pas me dégoûter de devoir monétiser ce qui me faisait vibrer au quotidien. Et en fait, ça a apparu que très tard pendant mon année de césure où je me suis dit bon allez, on se lance, on va tenter voir si je peux en vivre et aussi faire des projets qui me plaisent. Mais c'est quelque chose en fait qui vient du ventre, enfin qui parle à mon cœur et à mon âme, et c'est quelque chose qui est nécessaire. Vraiment, je peux pas ne pas faire de photos pendant plus d'une semaine, sinon je deviens folle. Je peux pas manger de super bons plats pendant plus de 2 jours parce que sinon il me manque un truc à mon estomac. Non, enfin c'est
C'est nécessaire. C'est beau. Catherine ? J'ai envie de dire que la passion, pour moi, c'est aller au-delà de la norme. C'est se dépasser, c'est être engagé, c'est avoir presque une mission, de s'en rendre même plus compte que moi, je vends des cadeaux, mais parfois, je suis emportée par la description et je fais tellement vivre le moment gustatif virtuellement aux gens, par téléphone ou quand je les vois. Après, quand je les rencontre, on goûte, ce qu'on va faire les filles tout à l'heure. On va goûter. Oui. Mais en fait, c'est ça. C'est être emporté par quelque chose, ne plus se rendre compte qu'on fait des choses pour le business ou de façon utile. On est là pour soi, quelque part. C'est se faire plaisir aussi. Tu fais plaisir aux autres, mais tu te fais plaisir aussi, profondément. Oui, merci. Tu me dis, Sophie, il fallait terminer avec toi. La passion, pour moi, c'est quelque chose qui est incarné. En fait, c'est une forme d'incarnation et d'alignement vraiment très profond. C'est-à-dire que moi, quand je cuisine, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, puisque quand j'ai fini une journée de travail, en général, j'ai pas très envie de cuisiner, mais le lendemain, ça revient très vite. C'est quelque chose où je me sens vraiment au bon endroit et je le fais sans effort. Et c'est quelque chose aussi, je dirais, qui m'habite tout le temps. C'est tout le temps. Moi, je pense. Enfin, je veux dire, une petite obsession peut-être. Une petite obsession. Voilà. Moi, mes livres de cuisine sont sur ma table de chevet. Je veux dire, je me couche en ayant regardé une recette et je sais que ça va maturer toute la nuit. Et le lendemain, je dis, je vais faire ça aujourd'hui. Et donc, c'est quand même effectivement assez obsessionnel. Je comprends tellement. Fanny ? Pour moi, la passion, je dirais que c'est quelque chose qui résonne un peu comme une évidence. Comme tu dis, le fait de se sentir à sa juste place, de ne pas avoir l'impression de travailler, en fait, faire quelque chose qui... Ouais, c'est comme une évidence, en fait. On est là, au bon endroit, et du coup, tu émanes aussi quelque chose de très positif autour de toi, parce que tu es au bon endroit et tu sais en parler, tu sais embarquer les gens dans ton projet, dans ta passion. Donc, je le vois comme ça, quelque chose qui t'anime au plus profond de ton être. Et, Très joli. À chaque fois, les définitions sont très subjectives, mais elles sont empreintes de vérité. Donc, merci, je vais être obligée de conclure. Alors, Dixit Catherine, parce que je vais reprendre ce qu'elle a dit. Moi, j'adore. Quand le goût et l'émotion s'alignent, on crée des souvenirs. Ces échanges authentiques me rappellent vraiment pourquoi j'ai créé ce podcast depuis plus de 3 ans, pour relier des univers, faire dialoguer des sensibilités et mettre en lumière des projets qui nourrissent bien plus que nos assiettes. On a parlé du cœur et de l'âme, surtout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et de faire vivre à votre manière, toutes les 4, ce goût du lien et du rapport à l'autre, dans une belle émotion, sans modération. Vive le fait maison, vive la saison, vive la passion. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup. Merci, Sophie. Merci. Merci, Catherine. Merci. Et merci, Fanny. merci Virginie. Et à bientôt pour de belles aventures. Ça y est, notre rencontre prend fin. J'espère que l'inspiration et l'immersion dans l'univers de tous mes invités vous ont mis l'eau à la bouche. La conversation vous a plu ? Les confidences vous ont ému ? Merci de laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour le propulser encore plus loin. N'oubliez pas de faire un petit tour sur mon site internet communique-passion.fr et de vous abonner à ma newsletter. À très vite pour de nouvelles aventures gastronomiques.